au Sénat. Et puis merci, merci d'avoir répondu à cette invitation. Ici à la tribune, donc à mes côtés, se trouve Jean-Luc Vigneux, qui est le rédacteur en chef donc, de Schlancheron, journal en picard, mais il en parlera beaucoup mieux que moi, dont l'action s'inscrit maintenant dans la durée, puisque ça fait plusieurs décennies que ce journal en picard existe. Et puis Anne Tiberghien, qui est la présidente de l'Agence pour le Picard, qui, comme son nom l'indique, agit pour non seulement la langue picarde, mais d'une manière plus générale, la culture picarde. Je voudrais saluer dans l'assistance certains collègues qui ont répondu présents, je les en remercie encore une fois. On a invité en effet les sénateurs et députés de la nouvelle grande région, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie, mais également au-delà, puisqu'on a aussi Odette, une Bretonne qui est parmi nous, ce qui laisse entendre qu'il y a naturellement un front uni Picardie-Bretagne. Donc, merci à Éric Bocquet, qui est sénateur du Nord, merci à Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, à Jean-Claude Buisine, député de la Somme, et puis merci aussi à la presse, puisque nous avons la chance d'avoir le Courrier Picard et même la télévision régionale, France 3, donc Picardie. 17 collègues se sont excusés, 17 parlementaires de la nouvelle grande région d'ailleurs se sont excusés. Vous savez que le Sénat travaille beaucoup et il y a en ce moment des commissions, des sessions. Nous sommes vraiment au travail, dans un rythme accéléré, frénétique de façonner la loi. Alors, quelques mots d'introduction, et ensuite je donnerai la parole donc à Jean-Luc Vigneux, puisque c'est bien de Schlancheron, de la culture picarde, mais aussi de Charlie Hebdo, dont il s'agit aujourd'hui. Et ensuite, après cette présentation de Jean-Luc, on aura avec vous-même et avec les journalistes ici présents un temps d'échange. Voilà, c'est donc avec le récent débat sur la charte européenne des langues régionales que nous avions relancé l'idée, avec les responsables de l'Agence pour le Picard, de mettre en lumière l'actualité de notre langue régionale. Aujourd'hui, nous avons tenu à nous assurer donc du soutien des élus, et d'où l'invitation assez large qui a été lancée donc aux sénateurs et aux députés. Et c'est sous le spectre politique de notre grande région que nous avons souhaité les associer en quelque sorte à cette initiative aujourd'hui ici au Sénat. Je tiens bien sûr à remercier vivement l'agence Schlancheron de leur implication permanente auprès des élus, auprès des institutions, auprès de la population. En 2013, je voudrais refaire un petit peu d'histoire, dans la perspective de l'éventuelle ratification, un rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne a été remis à Aurélie Filippetti, qui était alors, je le rappelle, ministre de la Culture. Et dans ce rapport, qui nous a un petit peu froissé, un petit peu dérangé, ce rapport cite le picard tantôt correctement comme une langue appartenant, comme le français, au groupe donc des langues d'oïl, et tantôt en laissant entendre que ce serait une variété dialectale du français, liant ainsi le fait linguistiquement, historiquement et d'un point de vue donc littéraire. Eh bien, le picard est une langue proche, mais aussi distincte du français, que l'occitan peut l'être du catalan ou le néerlandais de l'allemand. Alors, cela, évidemment, ce rapport Filippetti a évidemment beaucoup inquiété tous les promoteurs de la langue picarde. Et la langue picarde, il faut le dire et le réaffirmer haut et fort ici, fait partie intégrante de notre patrimoine linguistique. Le picard est reconnu comme une langue par le ministère de la Culture en 1999, quand la France a signé la Charte européenne des langues régionales. Le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, a demandé à Bernard Cherki-Glini, un linguiste, qui d'ailleurs, soit dit en passant, intervient assez fréquemment au centre culturel de rencontre de Saint-Riquier, l'abbaye royale, labellisé centre culturel de rencontre, puisque c'est là où Niltard, le petit-fils de Charlemagne, a initié un premier texte qui, c'était pas vraiment du français, mais ça commençait à en prendre le chemin.
Donc Bernard Cherki-Glimy, linguiste, et qui était délégué régional à langue française, eh bien, d'établir donc la liste des langues de France. Et force est de constater que le picard en fait partie. Il est donc officiellement reconnu comme étant une des 75 langues de France qui comprennent aussi les langues d'outre-mer. 75, le picard est dans cette liste de 75. Et je rappelle bien sûr qu'après ce petit rappel historique, un rappel géographique, c'est que la réalité du Picard recouvre 5 départements et une partie de la Belgique. On parle le Picard, n'est-ce pas, à Tournai, en Belgique, au-delà donc de la frontière. Le Picard donc se parle entre le nord de Paris et le sud de Bruxelles, pour faire simple. On considère que 2 millions de personnes sont au moins capables de le comprendre, et je rappelle qu'il s'écrit depuis le Moyen-Âge. Et je voudrais rappeler mon intervention dans le débat ici au Sénat il y a quelques mois, où j'étais quelque peu agacé d'entendre parler du breton, de l'alsacien, de l'occitan. Certes, ce sont des langues régionales bien typées, bien marquées, qui ont une histoire très forte, mais on ne parlait pas du picard. Alors j'ai demandé la parole, je suis monté à la tribune en rappelant qu'à quelques centaines de mètres d'ici, il y avait une célèbre université au Moyen-Âge, qui s'appelle la Sorbonne, qui est toujours là bien sûr, et qui comptait à l'époque 4 nationalités, comme on disait, d'étudiants, 4 nationalités. Et parmi les 4, il y avait les Picards. J'ai aussi rappelé que les albums, par exemple, d'Astérix et de Tintin, qui sont traduits en langue régionale, eh bien les plus forts tirages, c'est en Picard. Il y a peu de gens qui le savent. Donc, il y a un lectorat. Il y a incontestablement des amateurs de la langue picarde, et il fallait le rappeler. La plupart des grands textes du Moyen-Âge sont en langue picarde. Ce qu'on qualifie d'ancien français est objectivement de l'ancien picard. Et l'existence d'une littérature originale, très importante et millénaire en langue picarde, c'est une réalité. Tout comme le fait que le picard dispose d'une orthographe communément acceptée et très largement répandue, ainsi que d'une importante présence en milieu scolaire. Il existe plusieurs méthodes d'enseignement du picard qui ont déjà été publiées, et notamment, et là je voudrais saluer cette initiative, réalisée par l'Agence pour le Picard. C'était relativement récent, c'était en 2013. Alors d'ailleurs, sans faire injure, bien sûr, à mes collègues et amis du Nord et du Pas-de-Calais qui sont présents dans la salle, le ch'ti, c'est du picard. Le ch'ti, c'est du picard qui a réussi. Comme je dis toujours, n'est-ce pas? Ça, c'est ma formule consacrée. Hein. Ben oui, parce qu'il y a eu le fameux film avec Danny Boone, hein, qui a été une promotion extraordinaire, nationale, internationale. Hein. Mais le ch'ti, c'est du picard, c'est, nous dit-on, ce qui était parlé, n'est-ce pas, par les soldats, notamment dans les tranchées, en 14-18. Donc, c'est même pas une variante, hein, c'est une appellation. Hein, c'est du picard, le ch'ti, j'insiste. Il n'a pas d'autonomie par rapport au picard, il n'existe donc que depuis la guerre 14-18, et c'était la langue des tranchées. C'était la langue des poilus, notamment bien sûr sur le front occidental, sur la partie nord du front occidental, c'est-à-dire celui qui traversait toute notre actuelle grande région. Alors il s'est formé à partir de sonorités que les soldats entendaient donc dans la bouche de leurs camarades qui parlaient picard, et comme les soldats du Nord étaient nombreux à parler picard, ils ont été désignés comme étant les ch'timis. Alors de nos jours, on publie des livres en picard régulièrement, dans tout le domaine linguistique picard, et j'ai assisté à, c'était un forum je crois, ou un colloque, je ne sais plus très bien, à Arras, à la citadelle d'Arras, où j'ai pu mesurer la richesse et la variété de la production littéraire, des troupes de théâtre, des conteurs, etc., qui existent dans notre région. Moi, je connaissais ceux de la Somme, quelques-uns de l'Oise et de l'Aisne, je connaissais mal ceux du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique. Et quand on songe qu'en Belgique, vous avez une émission en picard toutes les semaines qui dure, je crois, 1 heure. C'est ça, hein, 3 heures. 3 heures en picard. Quand France Bleu Picardie, ils ne sont pas là, donc je vais pouvoir taper dessus, ont du mal, n'est-ce pas, à y consacrer 5 minutes. Ils sont là à 2 heures. Ils sont là à 2 heures. Bon, personne ne répétera ce que j'ai dit. Hein. Bon, non mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, voilà. On parle plus le picard de l'autre côté de la frontière, sur ces médias, sur les radios, qu'on ne le fait chez nous. Alors,
des livres en picard, j'ai dit Astérix en picard, hein, c'est plus de 100 000 exemplaires, très loin donc devant les traductions dans les autres langues régionales. Donc c'est aujourd'hui un élément culturel fort de notre grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et je crois que ce picard, il reprend tout son sens du fait du nouveau périmètre de cette nouvelle région. Alors je ne vais pas dire que ce sera le ciment qui va unifier le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, même si, dans ce redécoupage, il y a une véritable cohérence. Je vous ici une petite parenthèse. Quand on nous avait annoncé que la Picardie était susceptible d'être associée à Champagne-Ardenne, bon, pour l'anecdote, sachez que le lendemain de cette annonce, j'étais invité à France Bleu Picardie en direct à 8 h du matin pour recueillir mon avis sur la question. J'ai dû faire la danse du ventre. Parce que j'ai trouvé des raisons. Ah bah oui, il y a un partenariat entre l'université de Picardie et l'université de Reims. Ah ben oui, dans le sud de l'Aisne, on produit du champagne. Donc, bon, quand on avait dit ça, on n'avait pas dit grand-chose. D'ailleurs, je m'en suis sorti par une pirouette en disant que le Crotoy Reims, ça ferait Mouette et Chandon. Bon, mais quand on avait dit ça, on n'avait pas fait avancer le schmilblick, n'est-ce pas? Bien. Donc, il y a une véritable cohérence à ce que nous soyons regroupés avec, en effet, le Nord-Pas-de-Calais. Et ne serait-ce que ce cousinage, que cette ressemblance, que cette unité linguistique de Picard. Et puis il y a bien d'autres raisons aussi, les axes de communication, l'économie agricole et agroalimentaire, la gestion du littoral. Et je peux en parler puisque j'ai été le premier président du parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Nous avons les mêmes problématiques et nous avons à gérer là un linéaire de côtes, évidemment, ensemble. Donc, cohérence, hein, je dirais, dans cette fusion. Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais terminer en rappelant, parce qu'on peut être pour les langues régionales, ça ne veut pas dire qu'on va demander demain l'indépendance du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Soyons clairs, n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous ici attachés à une république une et indivisible. Et c'est tout à fait compatible d'être un républicain convaincu et d'être en même temps un défenseur, n'est-ce pas, des particularités régionales et notamment de leur langue. Et quand, dans le débat au Sénat, certains adversaires de cette proposition m'ont répondu que ça pouvait porter préjudice à l'unicité de la République, ce discours-là, c'est un discours passéiste. C'était vrai au XIXe siècle, c'était vrai au début de la Troisième République, quand celle-ci était encore balbutiante, était encore extrêmement fragile, rencontrait des oppositions politiques, y compris, n'est-ce pas, eh bien, de ceux partisans de l'Empire ou même de la royauté, et qu'on avait besoin de la langue pour créer l'unité nationale. Et on employait même, les hussards de la République, vous savez, employaient des moyens très forts, hein, punissant physiquement les enfants qui parlaient picard dans les cours de récréation, ou qui parlaient breton, ou qui parlaient auvergnat, parce qu'on avait besoin de construire cette République unique et unie, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est pas le fait de parler un peu picard ici ou breton là-bas, qui va créer la division, des scissions au sein de notre République française. Bien, je pense que les langues régionales participent à la diversité, à la richesse de notre pays. Notre pays est reconnu dans le monde, est reconnu par les étrangers comme étant une véritable mosaïque. Mosaïque de paysages, de traditions, de gastronomie, de langues. Je crois que c'est ça qu'il faut le préserver. C'est une richesse ne serait-ce qu'au plan touristique. Quand les Américains viennent, eux qui ont un pays qui est plutôt uniforme, ils sont étonnés qu'en parcourant 50 ou 100 km, eh bien, ils passent d'une région à une autre qui sont extrêmement différentes. Alors, je voudrais revenir enfin, pour terminer, à l'initiative de Schlancheron. Mais Jean-Luc Vigneux en parlera bien évidemment beaucoup mieux que moi dans quelques instants, avec une édition spéciale, Charlie, qui est sortie immédiatement après les événements tragiques de l'année dernière. Nous sommes pratiquement au premier anniversaire de cette tragédie, de ces barbares terroristes, et ça illustre, je crois, parfaitement cette richesse finalement culturelle au service de la République. Alors avec gravité et fraternité, mesdames et messieurs, avec pertinence et insolence, Schlancheron s'est montré digne et solidaire de cette tragédie. Au somme, Charlie.
Voilà, merci à vous. Jean-Luc Vigneux, à la parole, en français et en picard. Merci, merci. On sous-titrera pour nos amis bretons. On a aussi le galop et c'est pas très loin. Ah, C'est vrai. Merci de nous accueillir. Merci, messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires. Merci à l'Agence Paul Picard d'avoir eu la pertinence, en fait, de proposer cette rencontre. Je dois vous dire que je suis heureux, je suis assez fier d'être parmi vous, et qu'en même temps je suis mal à l'aise. Mal à l'aise par le sens que les événements qui se succèdent, qui n'ont pas commencé avec Charlie et qui n'ont pas terminé avec Charlie et l'hypercachère, ces événements-là, tout un chacun s'en passerait bien, et que c'est quand même ces éléments qui ont perturbé notre vie personnelle, sociale, notre quotidien, qui font qu'on se rencontre aujourd'hui. Ceci dit, on se rencontre et je vais essayer de vous apporter quelques éléments. Christian Manable a été déjà assez éloquent. J'aurais pu intervenir à chaque paragraphe pour compléter, amender, illustrer. les amendements ici, on connaît. Donc, comme la question était posée dans le propos, Schlancheron a été créé par deux farfelus qui avaient à peine 20 ans en 1979, et Jacques Dulphy et moi-même. Et notre idée, c'était de faire un journal tout en picard, écrit tout en picard, parce qu'il n'y en avait jamais eu. Ce qui était une profonde erreur, il y en avait déjà eu, mais on ne le savait pas, on avait 20 ans. Et il y en avait eu à Lille, il y en avait eu à Tourcoing. C'était avant la Première Guerre, c'était avant la Deuxième Guerre. Ils avaient eu beaucoup de renommée, mais ça ne nous était pas parvenu à nos jeunes oreilles. Toujours est-il qu'à Abbeville, dans le Vimeux, dans le Ponthieu, dans l'Amiénois, il n'y en avait jamais eu. Il y avait beaucoup de publications plurilingues, français et picard essentiellement, mais même certaines avec de l'anglais, voire de l'italien. Mais tout en picard, il n'y en avait pas. Et donc le premier numéro est paru en avril 1980, après 9 mois de gestation comme il se doit. Et Jacques et moi, on avait des cheveux un petit peu plus longs qu'on ne les a aujourd'hui, ou plus nombreux. Et on avait aussi une culture, déjà en nous, qui était une culture de la publication, le journal, l'écrit, ces feuilles renéotées et agrafées plus ou moins adroitement qu'on avait appris à rédiger grâce à nos instituteurs, qui se trouvaient être pour certains d'entre eux picardisants, d'ailleurs moi on ne le savait pas. Ils le faisaient en dehors de l'école, mais on écrivait des journaux d'école, des journaux de lycéens, des journaux de collégiens, comme il en a existé partout dans toute la France. On a eu des instituteurs qui étaient imprégnés de la méthode Freinet ou pas, mais ces journaux de lycée qui ont suivi, dans lesquels on s'était croisés, Jacques et moi, on s'est rencontrés en dehors du lycée pour en faire un. Alors il y avait au lycée d'Abbeville un journal qui s'appelait Le Second Souffle. Il faut croire qu'il avait dû y en avoir un premier avant qui avait expiré. Et puis nous, notre esprit, alors je vais employer le mot libertaire, c'est pas bien méchant, hein, c'est pas bien méchant, c'est pas une militance en soi, c'est simplement un esprit libre. Notre esprit libertaire nous disait que après ce second souffle, en dehors du lycée, il fallait en avoir un troisième, et on l'avait appelé l'asthmatique. Hein, et de l'asthmatique qui n'a jamais vu le jour, on est venu à faire d'autres journaux, et il y en a un qui a existé, qu'on a appelé Existence. Voilà. Et Jacques et moi, on s'est vraiment rencontrés à ce moment-là. Il faisait de la BD, il écrivait des textes en picard, et moi j'y étais sensible, j'étais en recherche de cette littérature-là, de cette écriture-là, et je jouais de la guitare, j'avais une Ronéo, il avait une machine à écrire, enfin, on était fait pour se rencontrer, se compléter, on est un peu les Lennon McCartney du Picard, si vous voulez, on était fait pour se rencontrer un jour, et de là est venue cette idée de Jacques, de faire un journal tout en picard, et j'ai eu le malheur de lui dire oui, ce qui fait que 37 ans plus tard, on y est toujours. Et ça, on ne savait pas que ça durerait, c'était pas le but était d'en faire un, c'était pas d'en faire un pour toujours. Et ce numéro, on l'a fait donc avec les moyens des journaux de lycée ou d'école, donc avec des feuilles renéotées. Quand on en a eu renéoté 2 x 40, un recto verso, 2 x 20, un recto verso, on est arrivé à 40 pages. Donc le Schlancheron avait 40 pages. Et puis quand on a fait le numéro 1 au mois d'avril, eh ben, il s'est trouvé qu'il y ait des gens pour l'acheter.
Et non seulement pour l'acheter, mais pour en demander, donc ce qui fait qu'on a réimprimé le numéro 1, on en avait fait 250, on en a refait 250, et 15 jours après, il n'y en avait plus. Et on est arrivé comme ça à se dire, mais on ne va pas toujours imprimer le numéro 1, donc on a fait un numéro 2. C'était ça l'erreur. Et donc on a fait un numéro 2 qui est sorti 3 mois après le premier numéro, donc au mois de juillet. Et du coup, c'est devenu un trimestriel. Et de trimestre en trimestre, on arrive à janvier 2016, où un numéro vient d'être publié, là, il y a une quinzaine de jours. Et on a même eu à une époque un numéro de commission paritaire qu'on a perdu parce qu'un ministre de l'Intérieur a trouvé que les journaux trimestriels qui ne paraissaient pas tous les trimestres, ce n'étaient pas des trimestriels. Alors c'est à la fois vrai et faux. Nous, on estime que quand on fait un numéro double, plus 2 numéros simples dans l'année, on a fait un trimestriel, parce qu'un numéro double, ça donne effectivement le double de boulot, parfois plus. Mais la commission, la CPPAP avait décidé autrement, il fallait qu'il y ait 3 envois, il fallait qu'on paye 4 fois. On ne payait que 3 fois les frais postaux, donc on a perdu notre commission paritaire. Ce qui fait que du coup, on a gagné notre liberté. On a gagné notre liberté, en fin de compte, on n'était plus contraint, et du coup, on a refait un trimestriel, on a refait tout comme si c'était voilà, dans les règles, et on a regagné ça. Et cette liberté, on ne l'avait jamais perdue dans nos cœurs d'individus et dans le cœur de l'association, parce qu'on est sur une structure associative, hein, on est tous bénévoles, alors 100% bénévoles, mais j'ai pris une journée de congé pour venir vous voir, ce qui me fait plaisir. J'ai un remplaçant qui travaille à ma place, ça me fait moins plaisir. Non. Et donc, notre cœur de bénévole, notre cœur de Picard, tout à l'heure, sur le mot amateur, j'aurais plutôt dit amoureux, mais c'est pas grave, on est des amateurs et on est des amoureux. L'étymologie est la même chose, hein, mais on est des bons amateurs, on n'est pas des bricoleux. Et les amateurs qu'on est, on a gardé l'âme de notre... qu'on continue à faire vivre. Et les attentats à Charlie sont arrivés précisément le jour où le numéro 136, qui avait été préparé entre Noël et l'an, était sous presse. Il n'y avait plus qu'à passer le papier. Et juste eu le temps, jeudi matin, d'aller chez l'imprimeur, puis de rajouter un petit bandeau comme ça. Ça, c'est le 136, c'est le numéro normal, c'est celui qui souhaite bonne année. Voilà. Il est banal. Banal aussi au sens où il est ouvert à tout le monde, mais il est comme les autres. Et on a pris à 11h30 du matin, le mercredi, on sait tous où on était ce jour-là, on a appris la nouvelle et on a pris une grande claque dans la figure en se disant c'est pas possible comme tout le monde. Mais avec nous, notre passé de lycéen, notre jeunesse et notre point de rencontre. Je vous ai dit tout à l'heure la chanson. Hein, Jacques écrivait des textes, moi je les mettais en musique. Et la première chanson que j'ai mise en musique, que j'ai chantée en picard, c'est une chanson de Jacques Dulphy qui s'appelle Jean Chouot. C'est une chanson qui a été primée à Marly, pas très loin de chez nous. Le texte a été primé, pas la chanson, c'était pas encore bien dit. Et ce texte, Jean Chouot, c'est Jean-François. Jean-François, c'est Jean-François Lefebvre. Jusque-là, je maintiens le suspense. Jean-François Lefebvre, chevalier de la Barre. Quand j'étais petit, avec mon grand-père maternel, on traversait les rues d'Abbeville, et puis, à chaque fois qu'on passait ensemble, en tenant Pépé par la main, on s'arrêtait au pavé Labarre. Au place d'Abbeville, il y a Monument Labarre, qui est un monument de la libre pensée. Et puis, il y a sur la place de l'hôtel de ville, il y a ce pavé Labarre, qui est un pavé en marbre, gravé, qui est le lieu du supplice du chevalier de la Barre. Et Jacques Dulphy avait rédigé ce texte poétique, mais aussi engagé, qui décrit les derniers instants, en alternance, d'un couplet sur l'autre, les derniers instants d'une vie, celle d'un jeune homme de 19 ans qui avait lu Voltaire, qui ne s'était pas décoiffé devant une procession religieuse, et qui avait blasphémé en chantant des chansons paillardes dans un cimetière. Je dois dire, ce ne sont pas des types de gloire exceptionnels, mais Voltaire, on l'enseigne à l'école, son chapeau, chacun met celui qu'il veut. Quant à chanter, chanter, c'est un peu dessiner, quelque part. Ça n'affecte que celui qui veut bien être affecté. Et ce texte qu'on a chanté, qu'on continue, que je continue de chanter, qu'on a enregistré, que vous pouvez écouter sur notre site internet en accès libre, gratuit, en permanence, ce texte,
il prenait une résonance importante l'année dernière, il l'a toujours. C'est qu'en fait, Jean-François Chevalier de la Barre, c'est le dernier condamné pour blasphème en France. Il n'y en a pas eu depuis 1766. Il a été réhabilité par la Convention et il est devenu une emblème des libres penseurs, des mouvements dont on peut disserter, c'est pas le propos. Mais il est pour nous aussi un moment fédérateur, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés autour de Jacques et moi, autour de ce personnage, comme par exemple, je ne sais plus si c'était fait, mais il y a une autre association à Villois qui s'appelle les Picardisans du Pontieux et du Vimeux, c'est là où on a retrouvé nos anciens instituteurs arrivés à la retraite. Cette association, pour ses statuts de fondement de l'association, cette association est laïque. Voilà. Et donc cette laïcité qu'on nous a apprise, qu'on a en nous, cette liberté en fait, de penser, de ne pas penser, de croire, de ne pas croire, on l'exprime à travers des propos qui... C'est pas ça en France, c'est pas dans tous les pays, même démocratiques, la même liberté. Ça n'a pas toujours été le cas non plus en France, mais on a la liberté d'écrire ce qu'on veut quand on veut. On n'est pas censuré, on n'est pas relu avant impression. On est libre. À 20 ans, ou maintenant plus près de la soixantaine que de la vingtaine, on a gardé cette liberté-là, elle est précieuse. Et cette préciosité, on l'a tout de suite su le soir même des attentats. C'était pas encore hyper caché, hein. Je ne vais pas refaire l'histoire, on l'a tous trop en mémoire. On a reçu un mail et puis un coup de fil en disant il faut faire quelque chose à Schlancheron, comme si on était investi d'une responsabilité. Et parmi d'autres. Mais on attendait ça de toute la presse, on attendait ça de toutes les personnes qui s'expriment publiquement, les élus, les responsables de tous ordres. Et nous-mêmes, on avait quelque chose qui bouillonnait en nous, et ça n'arrive pas souvent, mais on a fait ce qu'on pourrait vraiment appeler une conférence de rédaction. D'habitude, c'est le coin de table avec une tasse de café, c'est un coup de fil, c'est voilà... On fait quoi? Quand est-ce que tu as 5 minutes? Je peux passer ce soir, maintenant viens à la maison, voilà. On se met devant l'ordi, on regarde ce qu'on a en stock. Là, c'était pas ça, c'était... D'abord, le numéro, il était chez le journal, chez l'imprimeur, je vous l'ai dit, donc demain matin, on va mettre un bandeau. Puis le jeudi soir, les événements sont poursuivis. Le côté tragique des événements, c'était jusqu'au vendredi soir. Donc on arrivait sur le week-end, hein, et donc nous, dans notre impuissance, on n'avait plus que nos mots, mais aussi nos dessins. Parce qu'il y a toujours eu, et Jacques est beaucoup plus porté sur le dessin, je vous l'ai dit, il dessinait. Moi, je ne sais pas, et tant mieux pour tout le monde, je ne sais pas dessiner. Et donc, je lui laisse le crayon. Et le dessin, c'est un porteur de messages qui disait tout à l'heure, je regarde les dessins. Jacques m'a appris à lire les dessins et à regarder les textes. C'est quelque chose que je n'avais pas dans ma culture. Et ces dessins, on en est imprégné. La culture Charlie Hebdo, la culture de toute la presse bande dessinée de la fin des années 60, du début de toutes les années 70, cette culture-là, Jacques en est très imprégné. Moi aussi, par lui, qui m'a fait découvrir la BD. J'ai lu un Lucky Luke étant gamin, c'était quand même pas terrible comme culture. Et donc, nos amis dessinateurs qui collaborent, qui contribuent à notre journal, qui viennent de Belgique, comme Serge Duhaillon, Serdu, qui habite à côté de Tournai, qui viennent d'Amiens, comme Jean-Bernard Roussel, qui soient originaires du Nord. Alors, je regarde M. Bocquet, parce que Bernard Saudoyer est le directeur de l'École des Beaux-Arts d'Abbeville et de Donard, et donc il a le Picard des mines, du bassin minier, de l'Est du bassin minier, et il nous envoie aussi des dessins de temps en temps. Il est par ailleurs président du groupe Labarre, mais c'est son engagement personnel. On a tous eu envie de faire quelque chose, et on ne savait pas quoi. Et on ne pouvait pas faire autre chose que ça s'est décidé dans le week-end, parce que des amis picardisans nous ont spontanément dit « Si vous faites quelque chose, je vous envoie un texte, j'ai quelque chose à dire, je veux faire ça ». Et on est reparti aussi dans nos archives, entre guillemets, si on avait publié, mais je suis toujours très inquiet pour la santé de Salman Rushdie, et j'ai écrit pour Salman Rushdie, il ne le sait pas, mais c'est pas grave, j'ai écrit pour plein de gens, ils ne le savent pas. C'est paru dans le journal d'Abbeville, c'est Abbeville, je crois même d'ailleurs à ce moment-là encore. Et puis, je suis retourné sur ce texte, on est retourné un peu dans des... C'est pas des prises de position, c'est tout simplement une forme d'expression qui est liée à l'actualité.
Et c'est en ce sens-là où c'est gré à Olivier Angelard, le directeur, et à Tiberien, la présidente de l'agence pour Picard, c'est de vouloir vous montrer, vous démontrer si besoin en est, je suis presque convaincu, que le Picard, c'est une langue, certes, mais c'est une langue vivante, c'est une langue imprégnée d'actualité, qui a toujours été dans l'actualité, dans son actualité. Quand aujourd'hui on joue une pièce de théâtre où on voit l'arrivée de l'électricité dans un village en 1920 dans le Vermandois, ça a été écrit en 1920. On la joue aujourd'hui, alors on voit ça avec une certaine nostalgie, parce qu'il n'y a pas de prise électrique pour brancher un aspirateur électrique. Certes, mais c'est l'arrivée de la DSL aujourd'hui. Il y a des textes qui parlent de ça. Il y a eu, il y a 15 ans, des textes sur l'arrivée du GPS. Il y a eu des textes sur l'espéranto. Le Picard n'est pas une langue enfermée sur elle-même. C'est les gens qui sont porteurs du Picard sont porteurs de l'univers. Et c'est en ce sens-là où la République n'est pas en danger. Je suis même persuadé qu'au XIXe siècle, le Picard ne mettait pas la République française dans son unité en danger. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres régions de France à ce moment-là. Le Picard, je suis plus à l'aise, pour vous dire tout franchement, à Paris qu'à Lille. Je suis plus parisien que Lillois. Voilà. J'ai fait mes études à Amiens, mais j'aime bien Paris. Lille, je ne connais pas. Voilà. Je sais qu'il y a un beffroi, ça se limite à peu près à ça. Mais je vais m'y faire, hein, probablement. Mais ça va peut-être être un peu plus long que s'il fallait que je vienne à Paris toutes les semaines. Bon, ça, c'est perso. La langue picarde est une langue d'actualité. C'est une langue qui a des choses à dire dans le temps présent, même si on parle, mais comme dans toute langue, de nostalgie. Il n'y a pas de démonstration à faire là-dessus. La langue de la narration, c'est toujours l'imparfait. Il était une fois. Donc on parle toujours du passé. La langue de la narration qui dit aujourd'hui, même quand on lit le courrier Picard d'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé hier. Si vous voulez voir les résultats de foot, c'est ceux d'hier, c'est pas ceux de ce soir. Donc, ou alors, il faut aller voir Madame Soleil, c'est un autre problème. Et le Picard est dans cette actualité-là. Aussi bien dans ce qu'il a à dire que dans ce comment il le dit. Les journaux d'aujourd'hui sont un peu plus présentables que ceux du début du XXe siècle parce qu'ils sont présentés sur des papiers glacés et ils sont en couleur. Mais le Picard s'est adapté à la bande dessinée. La bande dessinée en Picard, elle est un petit peu plus vieille, pas beaucoup, mais d'un an à la bande dessinée en français. C'est pas beaucoup, mais ça suffit à lui donner son titre de noblesse. Et c'était dans le Nord aussi que cette bande de bande dessinée dans un almanach du Nord a été publiée en 12 planches. Et donc, un Picard actuel qu'on souhaite, tous les amoureux du Picard, qu'on souhaite montrer, on n'a rien à cacher. Et Charlie, hélas, hein, je le redis quand même en parenthèse, mais c'est un peu le modèle de ce qu'on a su faire en fédérant en 7 jours des énergies potentielles qu'on a réalisées avec des dessinateurs, avec des écrivains. J'ai quelqu'un comme Jean Leclerc, quelqu'un qui a publié un roman, moi-même j'ai publié, Jacques a publié, on est des auteurs quand même quelque part, avec énormément de modestie, mais surtout sans H devant, hein, les auteurs, hein. Avec une belle liaison, ça passe bien. Et toutes ces énergies, plus d'autres qu'on n'attendait pas, des gens qui n'ont quasiment jamais écrit en picard, qui se sont mis à envoyer quelque chose, qui a un poème en acrostiche, qui a un dessin, qui un texte à la dernière minute. Je me souviens de Tchodov, il envoyait un texte, la mise en page était faite, et il m'envoie un texte, je parle, et ben à 11h du soir, hop, on démonte la maquette, et puis on fait page 10, on fait un petit encadré, voilà. Et en montrant le côté libertaire, alors il y a la dernière page qui vous le montre bien, alors là, libertaire pratiquement au sens anarchique, mais là j'y suis pour rien, c'est dans les années 70, Lafleur, notre personnage emblématique au moins du département de la Somme, d'Amiens, mais bien au-delà, qui est, lui, prompt à rompre le dos des cadoreux, donc des gendarmes, qui est prompt à insulter la force publique, mais qui est un amoureux forcené de sa femme, de ses amis, de l'amitié, qui est probablement la valeur la plus essentielle qu'on puisse partager, et puis qui sait aussi, au besoin, s'excuser. Et donc, c'était les Amiénois, que je ne connais pas du tout, mais on a récupéré une fois un journal libertaire amiénois qui s'appelait Schlafleur, et qui était aussi un peu l'emblème de cette liberté d'expression. Il y a une expression qui est connue jusqu'à Paris, c'est les francs picards. Francs au sens, pas seulement de la franchise, mais surtout de la liberté. Et les francs picards, très vivants, actifs au fin 19e jusqu'au 20e siècle, jusque dans les années 80, il y avait Hérissard, le groupe des francs picards, avec les DI, mais beaucoup de gens se sont appelés francs picards. Cette franche picarde
picardité, c'est un mot qui n'existe pas, mais on comprend ce que ça veut dire, et bien cette franche picardité, on la porte en nous avec beaucoup d'humanisme. Et c'est cet ensemble d'énergie qu'on a fédéré en une semaine. On n'en tire aucune fierté. On l'a écrit, vous pourrez le relire, c'est écrit là-dedans en picard, c'est écrit sur notre site internet en français. Vraiment, c'est un numéro qu'on aurait souhaité ne jamais avoir à penser à faire. Ceci dit, ça nous a fait remonter dans nos fondements, et il est étonnant, mais pas pour nous, pour certains ça l'était, que 35 ans après la publication du premier numéro, on soit toujours sur la même ligne, c'est pas ça, on n'est pas sur une ligne éditoriale, mais dans la même pensée. Alors c'est vrai que ce sont les mêmes individus qui sont toujours là en socle, mais on a quand même beaucoup de nouvelles plumes qui sont arrivées en un tiers de siècle, beaucoup de nouvelles pensées, beaucoup de nouvelles cultures, et c'était un écho qu'on voulait donner aux événements au sens présent, et on a, je le dis sans fierté mais sans honte non plus, on a réussi à le faire. C'était un tour de force, parce que pour un trimestriel sortir toutes les semaines, c'était quand même un peu limite, hein, comme c'était pas du tout dans nos habitudes de fonctionnement. Et ce qui fait que l'année dernière, au lieu de sortir 5 numéros, on en a sorti 4 numéros, on en a sorti 6 sur l'année, parce qu'on en a fait un autre après pour d'autres raisons beaucoup plus picardes. Donc voilà le propos sur ce numéro de Charlie. Je vais vous dire en picard un texte personnel, ça m'engagera comme ça que moi, que j'ai écrit le 11 janvier de l'année dernière, pour vous expliquer en picard, et s'il est breton, mais s'ils sont gallois, ça ne va pas poser trop de problèmes. On a beaucoup de mots communs avec le gallo. Pas énormément, mais pas mal. Du flip, c'est la même chose. Et dans le gallo, puis chez nous, c'est la même chose. Ça se boit vachement machine quand il faut chaud. Puis il y a du cidre. On est des pays de cidre. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs mon problème avec le Nord, c'est que je ne suis pas d'un pays de bière. Bon, allez, passons. Je suis d'un pays de cidre. Ma grand-cousin des loin. Vous avez employé mon cousin tout à l'heure. C'est ça. C'est Charlie et ses publications libres, qui ne sont pas si nombreuses que ça en France. Hein. Entièrement libres, de la publicité, des subventions. Nous aussi, hein. Pas de publicité, pas de subvention, pas rien. Voilà. On ne demande rien à personne, on fait ce qu'on veut, et on aime bien que les gens viennent vers nous. Ma grand-cousin des loin. Comme lui, j'ai d'un penche des crochis pour faire rire. Comme lui, ai-je ri quand je m'imagine un nouveau numéro. Comme lui, j'ai ma gingembre propre qui plaît au bien point. Comme lui, j'ai une trache poids d'un blé avec du papier glacé. Comme lui, j'ai dessus papier que mes feuilles y s'involtent. Comme lui, je vole tous ceux sans réclame d'un mes pages. Comme lui, mes pages, c'est des chocailleux de liberté. Comme ti, je suis libre, ma grand-cousin des loin. Et ce genre de propos, même en les relisant un an après, franchement, très sincèrement, ça me noue la gorge. Voilà pour ce numéro. Alors après, on peut parler de beaucoup de choses par rapport à la vivacité, la vitalité du Picard. J'avais eu l'occasion de rencontrer Bernard Saccoglini quand il avait fait son pré-rapport au Premier ministre de l'époque, à la DRAC à Amiens. Je lui avais dit, nos langues régionales, c'est des langues en sépia. C'est comme ça que c'est vu de Paris. Et il avait retenu l'expression. Il dit, ça plaît bien. Oui, mais du sépia, alors maintenant, avec les nouveaux appareils photo, on peut faire des photos sépia maintenant. À l'époque, on était très fiers de pouvoir faire une photo en couleur, ça coûtait très cher. Maintenant, ça coûte moins cher que le noir et blanc. Bon. Donc les modes changent, les époques changent. Le sépia, ça veut simplement dire que c'est aussi une langue de mémoire. On est porteur du mot culture, mais d'une mémoire du langage en tant que tel, parce qu'on porte ce langage. C'est impressionnant de lire des textes du XVIe et du XVIIe et du XVIIIe siècle en picard, qui sont du picard d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Antérieurement au XVIe, c'est moins vrai. Mais à partir du XVIe et surtout du XVIIe, parce qu'il y a peu de textes au XVIe, c'est impressionnant, c'est la même langue. Que ce soit écrit à Compiègne, à Amiens, à Arras, à Cambrai, à Valenciennes, je dis ça sans flatterie, c'est la même chose. À quelques nuances, mais il n'y a pas plus de nuances en 3 siècles, 4 siècles de temps qu'il n'y a de nuances entre Abbeville et Valenciennes, ou Saint-Amand, ou Tournai. Il y en a. On en est fiers, on les revendique.
dans notre accent, dans notre manière d'écrire. Moi, je dis je volouais. Jacques, à 20 km de chez moi, il dit je voulo. Dans le Pas-de-Calais, il dira je voulo. Et je volo, je volo, je voulo. Moi, c'est je volo, je voulo. Et à tourner, ça sera je volais. Voilà. On est dans la nuance, dans la diphtongue, dans les subtilités. C'est le charme. On sort du métro ici, on tombe devant un McDo puis un Quick. La gueule du charme. On a ça chez nous aussi, on l'a aussi à Berlin-Est. Je veux dire, non, ça va pas. Si on ne garde pas une authenticité dans les individus qu'on est, ce sont les individus qui portent la langue, hein. C'est rien d'autre. Hein. Ça va plus. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins? Ça va pas aller cette affaire-là. Alors, un mot, c'est parce que surtout pas être agressif avec les Bretons. Non, parce qu'Astérix c'est breton, quoi, c'est pour ça. Mais un mot sur ça, il se trouve que je suis un des traducteurs de Tintin, d'Astérix, du Petit Prince, de Petit Nicolas, de plein de choses, et d'autres. D'un imagier qui vient de sortir, d'un autre qui va sortir chez Ozu le mois de mars. Bref, on ne fait pas que de la traduction, on fait de la production. Mais il se trouve que les Astérix, effectivement, le premier qu'on a traduit il y a une dizaine d'années, c'est 100 000 exemplaires. 5 fois réimprimés en 4 mois. C'est plus d'exemplaires à lui tout seul que toutes les autres langues de France, régionales, les 5 autres, le corse, l'alsacien, le breton, le gallo, l'occitan, de Marseille jusqu'à Bordeaux, en passant par Limoges, Toulouse et Montpellier, et Lyon. Je ne sais pas si vous voyez la zone de diffusion avec le nombre d'habitants que ça représente. Mais notre Picard, à lui tout seul, il a fait plus que tous ces gens. Je vais vous dire très franchement, ça m'attriste pour les autres. Très franchement. J'aurais préféré que les autres fassent autant. Les Astérix en alsacien, ils ont été vendus en Allemagne. Ils n'ont pas été vendus en France. Un peu, hein, la proportion. En Corse, c'est moins de 8000 exemplaires. Sur la même période, hein. Après, ça s'étale dans voilà. Et du coup, l'éditeur, les éditions Albert René, nous ont dit, on vous l'avait dit, ça passe 40 000, on en fait un deuxième. Et on était les seuls à en faire un deuxième. Et on a fait le Grand Fossé, donc je ne sais plus le titre en français, le Grand Fossé, c'est Village Copain 2. Voilà, c'est ça. Village Copain 2. Quand on met les sabots d'Astérix, ça en perd un peu la tête. Et puis, surtout d'Obélix. Et puis, on en a fait un troisième. Ça prouve quand même la vitalité de la langue. Les éditeurs, c'est pas des philanthropes. Hein. Même si, il nous l'a dit, le beau-fils du Derzo, il dit, on ne cherche pas à gagner d'argent, mais je vous le dis tout de suite, on ne cherche pas à en perdre non plus. Si Casterman a publié en 1980 les bijoux de la Castafiore sous le bannière de Castafiore, 70 000 exemplaires écoulés en 15-20 ans, c'était le premier album d'Astérix, de Tintin qui avait été traduit dans une langue régionale, et qu'il a continué dans toutes les langues minoritaires du monde, de l'espéranto au yiddish, en passant par le tibétain, et bien entendu toutes les variantes de wallon qu'il peut y avoir en Belgique et de picard, parce qu'ils font du picard-borin, en Belgique, hein. Picard-borin, Picard-tournésien, ils arrivent à faire des nuances, il y en a effectivement. S'ils l'ont fait, Casterman, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un petit peu parler de la famille des descendants d'Hergé et de ses héritiers, ce ne sont pas des philanthropes. Hein. La moindre école maternelle qui affiche un dessin de Tintin, ils se ramassent un procès. Donc s'ils le font, c'est qu'ils gagnent des sous. Et s'ils gagnent des sous, c'est parce qu'ils vendent les bouquins. Et personnellement, je n'ai pas acheté 100 000 exemplaires d'Astérix. Ils ne sont pas à la maison, j'ai pas la place. Donc ça a été vendu. Il y a des gens qui les ont achetés, qui les ont offerts. On a fait des séances de dédicaces. Je ne sais pas si je les referai dans ma vie, on peut toujours le souhaiter, mais on était très conscients que ça n'arrivait qu'une seule fois, avec des bouquins qui sont partis sur la planète entière, sur les 5 continents, de l'Australie, de Papette, des États-Unis, partout, au Brésil, partout. Et les gens en achetaient 2, en achetaient 3. J'ai mes petits-fils qui habitent à Lyon, et je veux qu'ils sachent comment leur grand-mère elle parle. Un ouvrier, un ingénieur arrive à Beauvais, avec un accent suisse à couper à couteau. Il était suisse. Alors, je ne vais pas vous limiter, ce serait déjà pas très beau à entendre, et puis ça serait un peu désobligeant. Je suis venu, donc c'est la librairie de Beauvais qui a fermé depuis, il y en a une autre qui a rouvert. Je suis venu vous acheter le livre, parce que mes collègues me disent qu'ici on parle picard, et moi, en Suisse, je ne savais même pas que ça existait. Le bouquin est parti en Suisse, on l'a dédicacé. On a dédicacé des tickets. La librairie pourrait choquer une Noyon à Amiens, des tickets, parce qu'il n'y avait plus de bouquins à vendre. On a fait des promesses d'achat. C'était inimaginable, insensé. Et donc, le public était là.
à Saint-Quentin, dans l'Aisne, une queue d'attente, la librairie Cognier, pour ceux qui la connaissent, on était tout au fond, mais vraiment tout au fond de tout au fond, il y avait la queue sur le trottoir. C'était les Beatles à Paris, quoi. Hein. La deuxième arrivée, parce qu'à la première, il n'y avait personne. Donc, cette pertinence de l'actualité du Picard, dans la traduction, dans la production, l'Agence pour le Picard, je me flatte d'être un lauréat du prix qui est relancé de littérature picarde, qui a lieu tous les ans. J'ai été primé, ça m'a beaucoup conforté dans mon écriture, c'était un moment important de mon écriture en picard. J'écris aussi en français pour ceux qui s'intéressent, mais bon. Mais donc ce prix ramène tous les ans, pour avoir été 3 fois président et plusieurs fois membre du jury, ramène 50, 60 auteurs d'aujourd'hui qui écrivent. Le prix de l'année dernière, c'est sur Lampedusa. C'est pas forcément des choses qui se passent en Picardie pour des Picards. Moi, il y avait un texte qui m'avait beaucoup marqué, c'était une avalanche de neige. C'était pas en Picardie que ça se passait, c'était en Savoie. Et c'était oppressant comme une littérature de grande qualité, vraiment de grande qualité. Et ce langage, quand bien même il serait du français à baptardie, ce qui ne l'est pas, c'est très facile à prouver par A plus B sur une table, quand bien même ce serait ça, il a des choses à dire. Et comme ce n'est pas ça, il a une culture à transmettre, il a toute une littérature extrêmement abondante, extrêmement variée, qui n'est pas toujours de qualité, je le dis sans vergogne, c'est une réalité. Il y a des choses pas terribles du tout. Mais je vous promets qu'en français, il y a des trucs qui ne sont pas terribles non plus. Hein, et ça n'enlève rien au prix Renaudot, ou voilà, rien du tout. Non, il y a un ferment de langue picarde dans lequel l'ensemble des habitants du Nord-Pas-de-Calais, des 3 départements de Picardie, et de ce qui est à peu près grand comme un département qu'on appelle le Hainaut belge, autour de Tournai et de Mons-en-Borinage. Il y a donc des gens là qui se reconnaissent à travers ce langage-là. Et Schlancheron n'en est qu'un des reflets d'un bijou qui brille pas mal. Merci Jean-Luc Vigneux. Je suis un petit peu obligé d'interrompre parce que, compte tenu du temps, je crois qu'on peut effectivement le produire. On sent la passion pour parler de Schlancheron, pour parler aussi des événements tragiques de Charlie et puis de la langue picarde. Jean-Luc Vigneux a souvent évoqué Jacques Dulphy, et pour nos amis qui ne sont pas de la Somme, je voudrais en dire 2 mots. Jacques Dulphy, c'est donc un des pères fondateurs de Schlancheron au début des années 1980. C'est un picardisant, et il est correspondant du Courrier Picard, et notamment, il écrit une rubrique dominicale dans l'édition du dimanche, donc en Picard, qui s'appelle J'dur et Schmou. Donc le dur et le mou, le radical et le modéré en quelque sorte, qui commente l'actualité en France, en Picardie, dans le monde, etc., avec cette langue savoureuse. Je précise aussi que Jacques Dulphy, et là c'est plus l'historien qui parle, a écrit une histoire des loups dans la Somme qui est tout à fait remarquable. Alors, bon, le Picard, je crois qu'on est tous convaincus, c'est une langue truculente, fleurie, imagée, frondeuse aussi. Hein, c'est un petit côté anard, à travers en particulier le personnage de Schlafleur. Hein. Moi, je me plais à toujours répéter la devise de Schlafleur, bien boire, bien manger, puis ne rien faire. Hein. Bien boire, bien manger, puis ne rien faire. C'est une philosophie de la vie extraordinaire. Hein. Bon, voilà. Bien. Alors, écoutez... on avait annoncé que dans un deuxième temps, on va faire circuler la parole, qu'il y ait un échange entre nos amis élus, entre également les journalistes présents, et puis Jean-Luc et Anne, qui représentent donc l'Agence pour le Picard. Donc, si vous avez une question à poser, c'est le moment. La difficulté, c'est toujours la première. On va donc directement passer à la deuxième, si vous voulez bien. Moi, je veux dire un mot. Allez, Jérôme. Je veux dire un mot. D'abord, merci de m'avoir fait signe. Je suis ravi d'être avec vous. Je ne vais pas vous raconter ma relation avec le Picard. Ça serait peu intéressant par rapport à tout ce qui a été dit. Peut-être juste une réflexion plus prospective par rapport à la langue qui me paraît... c'est très lié à 2 ou 3 conversations que j'ai eues récemment sur la disparition des langues dans le monde. Dans mes discussions sur le climat, j'ai participé à une émission, je vais être très bref, avec Jean Mallory, qui est un grand connaisseur du monde arctique et qui est un passionné des Esquimaux. Et
après l'émission, avant l'émission et pendant l'émission, il a crié sa tristesse de voir disparaître des langues. Bon, je ne détaille pas, mais vous voyez bien ce que je veux dire. J'étais, à une époque de ma vie, je voyais assez souvent le président Jacques Chirac, qui était un amoureux des langues, qui se désespérait de voir les langues de Nouvelle-Calédonie dans les vallées, qui étaient des langues parfois parlées par une tribu, ou une demi-tribu, ou quelques vieux dans une tribu, qui disparaissaient. Et c'est vrai que culturellement, on peut avoir une vision sentimentale par rapport à ça, en se disant, mais c'est comme quand à Palmyre, des fous furieux font disparaître des morceaux du patrimoine de l'humanité. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Parce que c'est pas seulement du patrimoine, c'est pas seulement sentimental. Hier, j'ai déjeuné avec un philosophe qui s'appelle Stigler, Bernard Stiegler, et c'était impressionnant parce qu'il nous a parlé de la standardisation de notre pensée qui est liée à la googlisation du monde. Ça interpelle vachement, hein, parce que on a chacun des expressions qui sont liées à nos milieux sociaux, à notre formation, à notre biome, qui on est biologiquement, tout ça, ça se combine, et donc on s'exprime par rapport à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de notre expression, par la captation qu'en font les grands Google, et je ne sais pas qui d'autre, mais enfin, imaginons tous ceux qui réfléchissent, qui captent nos désirs, nos expressions, nos modes de consommation, nos modes de soins, et qui, avec des algorithmes extrêmement puissants, qui nous dépassent complètement, qui vont à 20 millions de fois plus vite que nous. Nous, quand on pense pour aller, Stigler disait, pour aller de notre main à notre cerveau, c'est 6 mètres à la seconde, donc ça va très très vite, mais quand les algorithmes qui fonctionnent, ils ne vont pas à 6 mètres à la seconde, ils vont à 20 000 km à la seconde. Donc ça veut dire que tout est organisé de telle façon que cette standardisation font disparaître des expressions, des modes de pensée qui se traduisent dans les langues. La langue, elle n'est pas intéressante en soi, elle est intéressante parce qu'elle traduit une perception du monde qui est multimillénaire, qui s'est façonnée par vallée, par regard que chaque homme avait. Et donc c'est un patrimoine qui est probablement le plus grand. Si on regarde, on dit un monument, c'est évidemment un morceau de patrimoine, mais un morceau de pensée, une expression de la pensée, c'est tellement plus puissant qu'un monument. Le monument n'est jamais que la traduction d'une pensée, et ce qui est déjà et en soi fondamental de les garder. Mais une langue, il y a de telles nuances dans la langue qui, s'il y a cette variété qui parfois confine à la difficulté de se parler, parce qu'on ne comprend pas, ça veut dire que c'est vraiment un patrimoine fantastique. Et je veux dire que si on avait... Enfin, je suis picardisant, très modeste, mais par solidarité de naissance, de patrimoine, de culture, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin encore, parce que c'est un bien commun de l'humanité qui est absolument fondamental. Et donc, peu importe le débat sur est-ce que c'est une langue ou est-ce que c'est pas une langue, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça traduit par rapport à notre culture une façon de s'exprimer. Ce que vous dites, le franc-picard, j'aime bien l'idée parce que elle résume assez bien ce que je disais. Les francs-picards, ils pensent comme ça. Ils ont une vision du monde qui est différente des autres. Et voilà, donc j'ai fini. Ma réponse, c'est pas une réponse, j'acquiesce. Chaque langue a sa pensée, sa philosophie. Et donc, quand j'écris en français, quand je parle en français, je ne pense pas pareil que quand je parle en picard. Je maîtrise à peu près l'anglais, j'ai fait une conférence aux États-Unis. Et quand je parlais en américain, j'arrivais pas à parler exactement pareil. C'est différent. Et ça, c'est une évidence. Alors, j'ai dit un truc sur la standardisation. Il y a un truc formidable. Google, il ne sait pas encore lire le picard. Oh, vous êtes sûr? Ah ouais, parce que justement, autant on met une graphie, mais en même temps, c'est pas une orthographie, c'est pas complètement orthodoxe. Alors on a une graphie fluctuante, et c'est encore une manière d'échapper. Vous savez que pendant la guerre, la deuxième, les prisonniers, ils s'envoyaient des petits mots. Il y a des témoignages, il y a des traces écrites qui sont restées à Auxy-le-Château en particulier, mais même ailleurs. Ils s'envoyaient des petits mots codés en mettant un mot picard dessus. Ça voulait dire qu'il y avait un double fond à la boîte en carton, des choses comme ça. Et donc ça passait par le biais de la Croix-Rouge, et les Allemands, bien sûr, ils n'y comprenaient rien.
ça passait pas dans Enigma. Mais non, bien sûr, notre premier lien social, c'est le langage. Après, vous, avec les langages, vous faites des lois. Et après, on les décline en règlement. Et puis, le premier lien social, c'est le langage. On sort du train, on descend dans la gare de métro, tout est marqué en anglais. Ou en pseudo-anglais d'ailleurs, parce que pour fréquenter pas mal d'Américains qui étudient le Picard et qui viennent en Picardie, quand ils voient nos annonces, nos publicités en anglais, eux-mêmes ne les comprennent pas. Ça ne veut rien dire. The Big Shop, ça ils comprennent, mais The Big Magasin, ça n'existe pas en américain. Quoi. Voilà. C'est affligeant. C'est affligeant. Non, la pensée, mais il y a des bouquins, pas beaucoup. Il y a quelques bouquins de philosophie, des vrais bouquins de philo du 19e siècle en Picard. Avec des dialogues picard-français entre un paysan et un savant, un sachant. Et donc il y a le naïf, mais on voit bien que les questions du naïf sont des remises en cause du dogme, du savoir. Et donc ça oriente l'idée maîtresse, elle est orientée par les questions du, je veux dire, paysan, mais à l'époque tout le monde était paysan. Il y a des bouquins de philo. Et la pensée Picard, je vous promets que dans mon intimité d'écriture personnelle, quand je parle en Picard, dans ma tête, comme ça, et que je me mets à écrire, si Olivier m'envoie un mail, je lui réponds en Picard. Il doit se dire qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui. Voilà, je suis dans mon truc, quoi. Enfin dans mon truc. Je suis dans la pensée, la vitesse de la pensée, les images, la concrétisation, ce qu'on dit, qu'on aime à répéter, une langue truculente, imagée. Oui, c'est parce qu'on est sur des images concrètes. Si on dit que ça c'est un verre en Picard, ça passe pas, c'est un plastique ce machin-là, c'est un gobelet. Voilà, ça sera pas un verre, ça sera un godet, ça sera un gobelet. Ça sera pas une bouteille, ça sera une topette. Les mots sont adaptés parce que, alors, en français, on peut appeler ça une bouteille, une petite bouteille. Passe-moi la bouteille d'eau, ça me posera aucun problème personnel. Si Jacques passe-moi une topette. Voilà, c'est un. Voilà, et cette concrétisation fait que le mot topette vous a fait sourire, le mot bouteille vous a pas fait sourire. Voilà, c'est tout. Et alors, on peut être dans le sentimental, on peut être dans des évocations, on peut être dans des... Et ça va être pour énormément de choses comme ça. Et les faux sens, ce qu'on a énormément fait attention dans les traductions, et je ne vais pas parler, mais traduction du Courrier Picard en Picard qu'on fait tous les ans depuis la 5e édition cette année avec Jacques, à la demande du Courrier Picard, qui n'est pas non plus un éditeur philanthrope, hein, c'est une société privée, de droit privé. On fait très attention au faux sens des mots. On fait très attention, vu la zone de diffusion qui là dépasse amplement celle d'un auteur dans son village, son canton ou son arrondissement, mais qui dépasse le département de la Somme, une grosse part de l'Aisne et de l'Oise, à ce qu'il n'y ait pas un mot qu'on emploierait ici et qui voudrait dire autre chose là-bas. Je vous cite un mot simplement. Un grand gerbet, Jacques l'avait mis une fois dans le Courrier Picard, dans son dur et puis chevaux. Dans l'ouest du département, une grande gerbet, c'est une jeune fille plutôt grande, qui n'a pas trop d'allure, puis qui n'est pas méchante, mais voilà, c'est pas une simplette non plus, mais bon, c'est une grande gerbet, bon, elle va... Ça sera un garçon, dirait, quand il aura du poids à Saint-Maton, il ne verra moins plus loin, mais bon. Et à Doulan, c'est une putain. Ah oui. Et voilà. Et ça, enfin, Jacques, quand il l'a écrit, il ne savait pas. Ben, ça passait pas, surtout pour parler de Miss France. D'accord. Donc la finesse de notre propos, si on va dire en français Miss France, c'est une grande bringue. Enfin, je sais pas si, oui, je sais pas si j'ai envie de dire ça, mais j'essaie de trouver. Voilà, on va trouver ça désobligeant ou amusant, mais on n'a toujours pas dit que c'était une putain. Voilà. Donc on fait très attention. Et des traductions très mal faites, il peut y en avoir. Des traductions avec des écritures, mais faites avec des dictionnaires automatiques, Google. Hein, un mot égale un mot. Alors là, vous l'avez déjà fait en anglais, en allemand, ou dans une langue que vous maîtrisez peu. C'est pitoyable. Pitoyable. Mais ça va s'améliorer. Parce qu'en dessous, ils demandent, est-ce que vous pouvez améliorer cette traduction, hein, c'est-à-dire par des contributions. Ça va s'améliorer, ça va devenir redoutable. Mais ces traductions automatiques qu'on pourrait faire, parce que Picard dispose énormément d'outils traditionnels, c'est-à-dire des livres, des choses qui sont imprimées sur du papier, recto verso, et qui proposent des dictionnaires français-Picard qui sont très mal employés par des, pas forcément jeunes, des jeunes générations d'écrivains, qui peuvent être des gens qui arrivent à la retraite. Hein.
60 ans, qui ont connu le Picard quand ils avaient 20 ans en 1950, et puis qui arrivent à 60-65 ans, écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire, et prennent un dictionnaire parce qu'ils ont oublié un mot. Alors il y en a beaucoup qui le maîtrisent très bien, puis dedans, pouf, 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 il y a 3 mots, tu dis, et tu prends le dictionnaire adapté, on a de la doc à l'association quand même au bout de 30 ans, puis tu dis, bon ben voilà, il a pris tel dictionnaire, et puis voilà. Et ça fait des choses, d'où l'importance d'une forme de pédagogie. Je ne dis pas forcément d'enseignement facultatif, d'ouverture des parents qui veulent amener leurs enfants, une forme de pédagogie et de diffusion. C'est un énorme problème, la diffusion, pour tout ce qu'on fait. Notre cousin du Nord, Éric Bocquet, est un élu qui fait souvent des discours en picard, n'est-ce pas, Éric? Oui, j'allais en parler. Ouais. Pour l'anecdote, effectivement. En fait, moi, mon père le parlait naturellement, et quand il parlait français, qui met au slang du dimanche, un raviso de drôle. Il nous surprenait. Donc j'ai grandi là-dedans, j'ai entendu ça, et on essaie de le faire vivre là où nous sommes, modestement. Et en fait, je le pratique à l'oral dans les noces d'or. Je vais voir des gens, donc forcément, c'est des gens de 70 ans et plus, qui me racontent un peu leur vie. Et après, je brode un peu. Donc, le jour des noces d'or, ils sont donc assis dans la salle des cérémonies, je commence en français, et à un moment donné, je bascule en ch'ti. Voilà, cousin du Picard. Et c'est là, effectivement, c'est là où je réagis, et ça vous fait sourire. L'ambiance change. On se rapproche des gens, et tout change. Alors, il y a des sourires, les gens entendent ce qu'ils ont entendu de leur jeunesse, donc je brode l'histoire, etc., et ça fait rire tout le monde, et on passe un grand moment, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est plus que du vocabulaire transposé, c'est vraiment une vision du monde, quoi. Il y a des expressions en ch'ti ou en picard qui n'ont pas d'équivalent en français. Hein. Il n'y a pas de traduction, et c'est idiomatique, quoi. Voilà, enfin, voilà, donc votre démarche, moi, je la soutiens à 500%. Quand Christian est intervenu dans le débat, j'étais très content qu'il le fasse, parce qu'enfin le ch'ti et le picard allaient être évoqués et défendus à la tribune, parce que ça n'allait pas de soi. Bon, voilà, le débat, on sait ce qu'il a donné, mais c'est important de le faire vivre. Et ce que vous venez de faire avec ce numéro, c'est vraiment la preuve vivante qu'à partir d'un événement malheureusement tragique comme celui-là, vous avez pu accrocher avec la langue le picard en question sur des événements au cœur d'une actualité douloureuse, terrible, mais qui montre bien que ça vit, quoi. Et dans ma région, enfin dans le département du Nord, effectivement, il se fait plein de choses. Il y a des artistes, vous connaissez sans doute, Patrick Colomb, Francis Menet, le Petrouchka à Lille, etc. Bon, ça vit, quoi. Ça vit, c'est pas fédéré, il y a des choses qui se font un peu partout, et c'est un vrai bonheur pour tout le monde. Hein. C'est un vrai bonheur pour tout le monde. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est ce qui me fait adhérer complètement à votre démarche. Est-ce que vous voulez une petite anecdote? Oui, oui. Puisqu'on est au Sénat. Oui. Il y a eu un sénateur de la Somme qui est assez connu, qui a aussi été président du Conseil général. Max Lejeune. Max Lejeune. J'étais gamin, j'avais 10-11 ans, 11 ans, en 69. Et il y avait des élections assez serrées. Et il y avait le docteur de Zoteux qui se présentait contre Max Lejeune. Max Lejeune n'a pas refusé les votes des communistes ce jour-là, mais c'est pas ça l'anecdote. Les slogans, on peignait encore des slogans à la peinture à ce moment-là. Votre père a dû connaître ça. Pignon couillé, puis il y avait Lejeune et puis 2 auteurs de ville. Et donc, il y avait quelqu'un qui se présentait, qui s'appelait Pouer. Mais Pouer, un picard, c'est une poire. Alors, Max loupait jamais de finir ses discours en parlant picard. Pour se mettre quelques électeurs dans la poche, c'est une bonne guerre. Hein. Mais se moquer de ce Pouer, voilà, c'est une bonne guerre. Il faisait de mal à personne, il parlait picard. Et puis, sa pensée, elle changeait. Et comme il se rapprochait des gens qui étaient dans la salle. Et combien des élus, alors là c'est bien, de droite, de gauche, et hélas aussi du Front National dans le Nord, pas récemment, mais à d'autres municipales, ont fait des tracts, des bulletins. Alors ceux du Front National, pour le coup, ils sont franchement, je dis en tant que, pas que linguiste, mais en tant que regarder la langue, ils sont pas terribles. Mais à Marly, Guiville, qui avait fait des campagnes un peu à Picard, votre père. Il est à main cousin d'Aidé. Voilà. Et combien d'autres. Et quand un élu parle, écrit dans sa langue régionale, il parle différemment, il pense différemment, on en revient à la pensée tout à l'heure, il se rapproche forcément, parce qu'on sait très bien que c'est pas à Paris qu'on parle comme ça. Hein, c'est chez soi, c'est sur son terroir. Et cette proximité-là, si je veux en revenir à un mot à Lille, on a l'impression que la capitale s'éloigne, et ben cette proximité-là, on en a vraiment besoin. Alors c'est pas pour ça qu'on a fait Schlancheron, mais c'est des éléments fédérateurs, c'est du lien, quoi.
D'ailleurs, juste une remarque, tout à l'heure tu disais, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément la langue qui est au cœur de tout. Mais quand la Voix du Nord a fait son sondage sur la fusion des deux régions, vous avez remarqué, le premier point comme ciment ou sentiment d'appartenance, c'était le patois. Hein. 26%, c'était pas gigantesque, mais c'était quand même l'élément premier cité par les personnes interrogées. C'est bien vu, à mon avis, parce que c'était quand même... Compte tenu de l'heure, une dernière question, une dernière remarque. Oui, justement, à ce titre, M. Gauthier fait l'allusion, la région va devoir se trouver a priori un nouveau nom. Hein. La région s'intitule actuellement Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et j'aurais bien voulu avoir votre avis, monsieur Vimeux, en termes de... Voilà, pour protéger l'appellation Picardie aussi, je sais pas. Est-ce que vous redoutez effectivement un nom qui efface le mot Picard et la Picardie? J'ai pas de réponse. Je veux dire, je comprends, non seulement je comprends la question, mais je me la suis posée la question, et depuis plus d'un an. On est attaché au mot Picard, mais dans la Somme, c'est une telle évidence qu'on est Picard, qu'on est en Picardie et qu'on est français. Voilà. Quand il y a eu la création des régions, il a été prévu, je veux dire, que Nord, Pas-de-Calais et Somme et Aisne fassent une région et que là-bas, ça vienne avec... Il y a ça... J'étais tout petit. Il faut aller faire comprendre à Lille que la Picardie, c'est un mot qui n'est pas dévalorisant. Ça ne va pas être gagné, les gars. Et la Picardie, après tout ce qu'on a dit justement. Moi, je ne serais pas opposé à ce qu'on fasse l'addition des trois termes, simplement Nord-Pas-de-Calais, Picardie. C'est un peu long, mais ça me va bien. Qu'on maintienne. Oui, qu'on maintienne. Il ne faut pas inventer un nom nouveau. L'acronyme, ça fera nos papis, c'est pas mal. Sinon, il y a aussi Flandre, Artois, Picardie, ce qui permet de garder la Picardie. Ouais. Flandre, Artois, Picardie. Ou sinon, moi, il y a longtemps, j'avais proposé les Hauts-de-France. Qui avait été proposé pour séparer le département du Nord en deux, si je me souviens bien. Oui, le temps de Borloo. Mais c'est une marque déposée. c'est une marque. Ah oui, c'est une marque déposée. C'est extrêmement compliqué parce que quand Christian Manable a organisé la dénomination d'Agentilé pour le département de la Somme, on a eu tout 600. Mais 600 propositions. Quand le mot est là, et donc là pour le coup on est devenus des Samariens, et ben le mot il s'impose. Et cette pensée-là, qui est une pensée à la fois historique et bien ancrée dans notre... Alors là, c'est au-delà de notre culture, parce qu'on remonte au gallo-romain. Ce mot-là, il prend vite une signification. Et en particulier, l'affaire avait bien moussé. Hein, ça, oui. Donc c'est très délicat. Mais personnellement, j'aimerais bien que le mot Picard, Picardie, ne disparaisse pas. Il est là, effectivement, depuis le haut Moyen-Âge. Et le Picard, l'étymologie, c'était les soldats qui tenaient des pics. Oui, des pics, oui. Alors c'est pas mal non plus, si on peut aiguillonner de temps en temps. Le lien avec la France, c'est que les Picards n'étaient pas une région dotée d'un duché ou d'une personnalité qui aurait pu combattre le roi. La proximité de Paris était tellement importante, le sacre se faisait en Picardie avant Reims, et donc il y avait cette espèce de fidélité, c'était le jardin du roi, la Picardie. Même son fils n'était pas... il n'y avait pas de féodaux. Ça aurait pu être les châteaux de la Loire. Est-ce qu'il y a aussi une région, est-ce qu'il y a une zone, je dirais pas une région, mais une zone en Picardie ou dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie où on ne parle pas le Picard? Il y a tout le sud de l'Aisne déjà, tout le sud de l'Aisne, Château-Thierry, jusqu'au port de Lan. En dessous des Rennes 32. Port-Maritime, pas du tout. Dunkerque, pas du tout. Dunkerque, c'est flamand. Et Bergue, Clairement flamand. le comble, c'est Bergue. C'est là où est tout Alors, retourner ce film à Bergue, c'est... La place de Flandre, Et porte bien son nom. Non, mais c'est ça. Et puis le carnaval guerrois, il n'y a pas de... le sud de l'Oise. En dessous des Rennes Moi, 32. c'est la raison pour laquelle, quand il a été question de la fusion des régions, j'avais proposé à l'époque, et j'avais fait un courrier dans ce sens-là, de fusionner avec le Pas-de-Calais. Je n'avais pas imaginé que l'Aisne et le Nord, une partie du Nord, puissent faire partie d'une nouvelle région. Allez, on termine en beauté avec Odette. Très rapidement, je voulais vous remercier d'avoir ouvert le débat et de pouvoir nous associer en tant que défenseurs des langues régionales. Et je trouvais très intéressant quand vous avez dit deux choses. Première chose, lorsque vous avez parlé du français à Batardi. Je crois qu'il faut vraiment qu'on combatte
cet a priori-là, parce que chez nous, on a le breton, certes, on a le gallo également, qui est aussi une langue qui n'est pas du français interdit, qui est du vieux français, qui est l'héritage de notre ancien français. Et pour avoir étudié justement le vieux français dans mes anciennes études, je peux vous dire que c'est toute cette richesse de l'ancien français que l'on retrouve. Et c'est vrai qu'il y a des images, il y a des idées, il y a des choses que l'on ressent qu'on ne peut ressentir qu'à travers des termes de notre langue. Et le deuxième point, c'est la suprématie d'une langue sur l'autre. Et moi, je combats contre cela, parce que c'est vrai que très souvent, on associe ma région au breton, et je suis désolée, moi, je me suis tout le temps battue en tant qu'élue pour qu'on parle des langues de Bretagne. Parce qu'il y a le breton, mais il y a aussi le gallo. Et pendant des années et des années, les Bretons se sont sentis, bien sûr, affaiblis par la prédominance du français. Mais les gens qui parlaient gallo, encore pire par le breton, qui était un peu présenté dans le renouveau comme la langue formidable. Et puis les gallos étant vraiment c'est-moi le terme, les bouseux, etc. Donc je crois qu'on a vraiment un combat commun et c'est les langues qu'il faut défendre, les langues régionales, quelles que soient leurs origines. Très bien. Merci Odette, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Je voulais préciser aussi que nous a accompagnés pendant une partie de la réunion Marie-Christine Blandin, qui était dans le fond de la salle, mais elle a dû partir, et qui approuve également tout à fait notre démarche, et qui trouve que finalement la langue, ça met aussi un peu de chaleur dans la vie politique. C'est bien nécessaire à notre époque. Merci à vous tous, merci surtout à Jean-Luc Vigneux et puis à Thé Berguin. Vous dire au revoir en Picard. Oui. Allez. On fait une photo. Alors partez pas, on va faire une photo souvenir pour le courrier Picard.